Bonsoir à tous, Shavua Tov et bienvenue à ce Melavé Malka. On a l'honneur ce soir d'avoir avec nous Monsieur Raphaël Asseraf. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler que ce Melavé Malka fait partie des cadeaux que l'on va faire au Rabbi pour son 120e anniversaire cette année, le 11 Nissan, Yud Aleph Nissan. Et donc, je vous invite à profiter de ce Melavé Malka et de s'inspirer pour prendre des forces, pour pouvoir à votre tour donner un cadeau au Rabbi, puisque pour certains qui étaient présents, on se rappelle que le Rabbi, lors de son 70e anniversaire, avait demandé publiquement à avoir des cadeaux. Peut-être que M. Asseraf va nous en parler. Et on raconte aussi que quelques jours plus tard, un enfant était en Yechidout, en audience privée avec le Rabbi. Et puis le Rabbi lui a demandé « Quel est le cadeau que tu vas me faire pour mon anniversaire ?» Et donc c'est dans cet esprit que ce soir on va se retrouver pour parler des souvenirs, des moments que M. Asseraf a passé chez le Rabbi, pour pouvoir justement renforcer notre attachement à l'enseignement du Rabbi, en l'honneur de cette grande date des 120 ans du Rabbi qui arrive dans maintenant quelques mois. Monsieur Asseraf, bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Et sans plus tarder, on va vous donner la parole. Avec plaisir. Les Melavé Malka, c'est ma passion. Et le fait de voir que vous faites tout pour faire un cadeau au Rabbi, c'est encore double passion. Et Shavua Tov à tout le monde. Avant tout, je voudrais remercier Rav Azimov, Shalom Cohen, Gary, parce que lui, j'ai commencé le travail avec lui dans Paris 11e, à la synagogue de Bafrois. Haïm Meloul, qui nous a offert un conteneur de livres de Hassidut, qu'il a mis à notre portée une Torah qui n'était pas palpable, parce que quand on parle d'étincelles divines, c'est pas quand tu fais une Gemara, donc c'était pas palpable. Et je remercie infiniment Haïm Meloul pour tous les livres qu'il nous a fait. Et bien sûr, mon cher ami Binyamin Meagui, avec qui j'ai monté le Bet Chabad il y a 40 ans, le premier Bet Chabad de Place des Fêtes. Voilà, après ce remerciement, je commence par ça pour ne pas oublier de remercier. Enfin, c'est des témoignages, parce que c'est pas un Melavé Malka, c'est raconter des histoires. Ça, c'est un témoignage qui peut faire partie d'une histoire d'un juif avide du judaïsme. Donc c'est une longue histoire en fait. Une longue histoire, c'est vrai, une longue histoire, mais pleine d'épreuves, et grâce à Dieu, on les a surmontées. C'est ça qui est formidable. Donc, je suis arrivé en France en juillet 1965, et j'ai débarqué dans une commune qui s'appelait Châtillon-sous-Bagneux. Il n'y avait pas de synagogue, et bientôt... C'est où Châtillon-sous-Bagneux? À côté de Bagneux, chez Châtillon sous Bagneux. Ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Châtillon. Ils ont éliminé sous Bagneux. Et donc, Erev Rosh Hashanah, où est-ce qu'on allait prier? On n'allait pas y aller au métro à Saint-Paul pour prier. Un miracle. Ma mère s'est mise dans la fenêtre, elle a prié, puis elle voit un papa avec son fils en kippa. C'était deux malachim peut-être. Elle me dit, Rafi, suis ces gens, ils doivent aller à la synagogue. Je les ai suivis, Baruch Hashem, à 200 mètres. La communauté de Bagneux et Fontenay-aux-Roses se sont associés pour louer un cinéma qui a fait objet de synagogue pour les Yamim Noraïm. Donc c'est magnifique, on avait où prier. Et on a découvert de drôles de juifs, par exemple, un qui rentre à Aleinu le Shabbat avec Paris Match dans sa poche, et qui demandait, qui disait, il est arrivé à Aleinu Shabbat, il a dit, ils ont commencé, on était déjà à Aleinu Shabbat, et avec Paris Match, vous voyez un peu le style de juif qu'on commençait à rencontrer dans ce pays qui est la France, vide du judaïsme désert. Après Rosh Hashanah et Kippour, un président a été nommé, qui était Zichron Livracha Baer, président. Il a dit disait qu'on a trouvé une cave à Bagneux, 33 rue des Tertres à Bagneux,
qu'on peut transformer en synagogue, si vous êtes d'accord. On était tous d'accord, toute la Keïla qui était là-bas était d'accord. Et donc, on a commencé à... Moi, à ce moment-là, j'étais lycéen à Châtenay-Malabry en études commerciales, parce que bon, j'étais doué en comptabilité. Et le vendredi, j'avais cette joie de pouvoir découvrir cette synagogue. Je vais la première fois au 33 rue des Tertres. C'était une cave et je n'ai pas trouvé cette synagogue, donc j'ai raté mon Shabbat. Deuxième Shabbat, le troisième Shabbat, j'ai dit cette fois, il se passera ce qui se passera, mais je resterai là-bas jusqu'à... J'arrive donc au 33 rue des Tertres, j'entends les chadodi, les chad, kala, hop, j'ouvre la porte, je rentre. Baruch Hashem, une synagogue. C'est qu'à ce moment-là, parce qu'au Maroc, on était quand même gâtés. On était gâtés au niveau synagogue, sur une rue. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti par Avekassis, La rue des synagogues. Et donc, on a passé Rosh Hashanah et Kippour là-bas. Et à la rue des Tertres, bon, premier Shabbat, c'était Shabbat peut-être Lech Lecha, puisque j'avais du retard. On a commencé à prier et tout. Et les jeunes, on a décidé de se voir le dimanche, tous les jeunes. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelait la JJB, Jeunesse Juive de Bagneux. Qu'est-ce qu'on faisait? On sentait qu'il nous manquait un madrich. On sentait qu'il nous manquait un prof de Torah. On était malheureux. Bon, miracle. Entre-temps, il y avait mai 68, révolution, la liberté du Yetzer Hara, ce mai 68. On a donné au Yetzer Hara quartier libre de faire ce qu'il veut. On pensait, on n'avait plus de pudeur. La pensée des jeunes était catastrophique et ça influençait aussi les Juifs. Donc ça s'empirait davantage. En 69 donc, on reçoit, grâce à Dieu, le président nous fait lire une lettre de Rav Asimov. Cette lettre, elle était en français, mais c'est un français réfléchi. On voit que celui qui a écrit cette lettre a réfléchi en une autre langue qui était le yiddish et qu'il a transformé en français. Qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre? Qu'est-ce qu'elle disait? Le président nous disait, voilà, je suis disposé à enseigner la pensée juive. C'était la Hassidoute, à votre jeunesse. On lui a dit à l'unanimité, oui, 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 oui. Et qui était cette unanimité? C'était 4 familles, ils sont tous devenus Chabad, Baruch Hashem. Je commence par la famille Lasri, que mon ami il connaît très bien. On voit les enfants qui se sont devenus. Shlouhim, Moré de Yeshivot. La famille Hubert Sultan est devenu Sofer et il habite Beth Shemesh. C'est lui qui a vérifié mes mezuzot. La famille Amar, qui est rabbin au Rincy. Regardez le travail de Moulay. Et moi, voilà. Donc, voilà un peu l'introduction. Et on a décidé donc que Moulay, il vienne tous les samedis soirs nous donner cours, du moins en hiver, parce que l'hiver, Shabbat sortait tôt, et il venait en RER avec son Likout et Sichot pour nous donner le cours. Alors, la première fois qu'on a fait cours, il a commencé par la Mishnah, Brachot, Memat, Aekorim, Shema. Et nous, on était un peu dans les vapes. On a dit, qu'est-ce que c'est que ça, Memat, Aekorim? Comme on essaie de nous dire la nuit, le jour, et le Kohen, et curieusement, on lui a demandé, mais bon, la semaine d'après, on a quand même lui a demandé, il est venu, il a dit, bon, puisque j'ai vu que c'était un peu difficile, on va commencer par le début. Il a ouvert le Sidour et il nous a expliqué le Haïnien de Modéani. Modéani, on dort le matin, elle vient aux ongles, donc il faut faire le Negel Vasser et tout. Et puis, comme on a l'habitude de mouler, il commence un cours, mais il y a une diversion. Tu vois, quelqu'un, s'il dit tableau, il commence à nous parler du tableau.
Et il dit, c'était pas mais forcément c'était ce qu'il y avait sur le formidable, livre, quoi. c'était formidable. On était à l'aise avec lui, on était très à l'aise. Bon. Et d'abord, on a trouvé du secours parce que notre Neshama réclamait, on ne l'a pas lâché. Alors, donc, on l'a accepté. Et puis, au fur et à mesure, les semaines passaient. À un moment donné, il venait avec l'écouter sur Côte, comme d'habitude, et le journal François. J'ai dit, vous voulez, qu'est-ce que je fais avec François? Il m'a dit, je cherche un immeuble cassé pour faire un local. Je cherchais un immeuble squatté ou n'importe quoi. Il y avait des annonces dans François. Avant, il n'y avait pas Internet, bon, c'était le François, c'était les annonces, aussi bien pour travailler, se marier ou acheter un bien immobilier. Voilà un peu l'état des lieux avant que Moulay commence un travail sérieux pour notre Neshama. Alors, là, on était en quelle année? Parce que vous avez pas... C'est ça, oui. C'est en 69. 69. Il est venu Moulay, on a connu. Il y a eu qui ont eu la chance de le connaître avant, 68. C'était Gary Cohen, Meloul, peut-être William Wilbergui. Bon, et nous, on l'a connu en 69. Et d'ailleurs, il commençait ses cours à Choisy-le-Roi, avec Gilbert Habib, ton père, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, pendant qu'on faisait les cours, j'ai eu la chance il nous a dit qu'à l'école Sinaï, 44 rue Vieille du Temple, à l'époque, c'était des locaux qui appartenaient à Rav Pesner, et en même temps, ça faisait des locaux de Heder. Heder, des enfants de Shorty qui fréquentaient Brulois. Et il leur faisait, j'étais impressionné, parce qu'on faisait maintenant cours qu'on fait à la rue Lamartine, on les faisait là-bas. Donc, j'arrivais avant l'heure, comme d'habitude, et je voyais Moulay faire la Gemara Baba Sia avec des enfants de 7 ans, 8 ans. C'était merveilleux, ça m'a beaucoup touché. Et nous, quand tu voyais un vide dans le judaïsme, et après tu voyais des enfants de 7 ans faire la Gemara, qui pouvait faire la Gemara? C'était pas notre éducation. Il y avait, à Paris, il y avait les pavés, la rue Pavée, qui là-bas, c'est les élèves de Rav Rothenberg, c'était pas du tout la mentalité des Loubabis. Ils savaient la Torah, mais pour eux, c'est tout. Le reste, si tu veux apprendre, il faut aller demander 50 fois, je veux apprendre. Sinon, c'était pas ta place, parce que tu n'es pas né. Et venu Baruch Hashem Moulay, il nous a dit, la Gemara, elle est à votre portée, la Torah, elle est à votre portée. On était heureux. Donc Moulay, j'ai eu la chance de le voir 3 fois par semaine. Jeudi après-midi, chez lui, il faisait une sira. Il habitait la rue Faubourg du Temple, au premier étage. Donc je prenais ma mobilette de Châtillon-sous-Bagneux jusqu'à République. C'était 1h30 en mobilette, et je stationnais la mobilette à côté de la bicyclette de Moulay. Parce qu'il avait une bicyclette, il était mignon, avec la veste qui s'envolait et roulait. C'était bon, ça faisait drôle. Moi, j'avais une mobilette, j'étais plus riche que lui. Bon, mais je préférais aller en mobilette parce que l'autobus et le métro, on mettait 2 heures. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les pistes cyclables à Paris. Non, il n'y avait pas, mais quand moi j'ai eu ma mobilette, ils ont commencé à faire un côté du trottoir pour les vélos. Et je me suis fait arrêter parce que j'étais hors. Bon, je me rappelle, mais comme j'allais pour Moulay, il n'y avait pas de problème, il y avait des miracles. Et donc je le voyais 3 fois par semaine, le dimanche à la rue Vieille du Temple pour la Gemara. Le jeudi après-midi, je faisais une sikha avec lui. Et C'était où ça? Toujours à rue Vieille du Temple? Non, la sikha, je la faisais chez lui. J'ai dit que j'allais en mobilette
je la posais en bas de son appartement, à côté de sa bicyclette, et je montais faire la sikha. Alors c'est là que j'ai vu une maison juive. La vérité, une maison juive. Il y avait Shechina dans cette maison. Le mur parlait. Il y avait Dieu dans les murs. Vassil la rabbinite nous posait des beignets et du chocolat. Et il y avait un gâteau, il y en a qui nous ont parlé d'un gâteau particulier. Alors, ce gâteau-là, il s'appelle le 4-3-2-1. Ah. C'est l'équivalent du cake que font nos mamans. La pasta, ça s'appelle la pasta. Avant, c'est le cake. Mais au début du groupe, c'était à la mode ce 4-3-2-1. Une femme du groupe te dira c'est quoi 4-3-2-1, 4 œufs, 3 verres d'huile, ou je ne sais pas, 2 verres d'huile, je sais pas. Moi, je savais que le manger. Alors, il n'y a pas de problème. Il était très bon. Et là aussi, il y avait une chérina dans ce gâteau. Mais moi, nous, elle nous posait des béliers, des petits béliers comme ça, des gringos en espagnol, avec du chocolat. Mais on était éduqués. On ne sautait pas sur le manger. Je ne savais pas. C'est ce que vous voulez, on a pris le premier mot yiddish, c'était nous, on couvrait nous, et il mettait les yeux vers. Ça veut dire servez-vous. Nous, servez-vous. Ben, le gâteau, il avait un goût spécial. Un gâteau hassidique. Et Bassi, quand elle s'est devélée, elle courait, elle faisait des courses et tout, vraiment. On était à ce moment-là une 4 ou 5, je dirais, Bachour, on n'était pas encore mariés. Comme Abraham Attal, comme. C'est marrant. Quelques-uns, je ne connaissais pas leur nom, mais ils venaient comme ça, on était passionnés par la sikha de Moulay. Donc, on le voyait donc jeudi pour la sikha. Samedi soir, les cours de Badieu, comme il faisait, et puis dimanche, la Gemara à Rivière du Temps. Donc, j'avais la chance de le voir 3 fois. Mais la vérité, la Gemara, j'ai mis 15 ans pour la comprendre. Pourquoi? Parce que les professeurs qui nous faisaient la Gemara, c'était des Américains qui étaient Bachouri à la Yeshiva et qui parlaient très mal français et qui réfléchissaient en yiddish. Mais malgré qu'on ne comprenait rien, on savait qu'il y avait Dieu avec nous. C'était terrible. Rester 15 ans sans rien comprendre, c'était nifla, c'était extraordinaire, c'est la force de Moulay, ça. Bon, ceci dit, dans ce local de la rue des Tertres, j'ai trouvé une revue qui s'appelait Conversation avec les jeunes. Alors, j'ai pris cette revue, c'était 84 rue Saint-Antoine. Donc je vais au 84 rue Saint-Antoine, prix de l'abonnement 3 francs. Ouais, j'ai pris chez des Bourbons, j'ai donné 3 francs, qui m'a ouvert, le père de Moulay, Ravilel Azimov. Il m'embrasse, il était content, il prend les 3 francs et il m'abonne. Et puis une fois par mois, je le recevais vendredi, c'est-à-dire vendredi, je le prenais, et Shabbat, l'heure de la sieste, je le lisais entièrement. En bas, il y avait effectivement les merveilles de la nature. C'était écrit par la rabbinite, Haya, la femme du rabbi. Elle écrivait cette rubrique. Oh, c'était une revue formidable. C'était une revue qui... Enfin bon, on était heureux de rencontrer Moulay. Bon, et puis, jeudi, donc on n'avait pas classe. Le jeudi après-midi, donc, on allait faire une sikha avec Moulay. Et jeudi après-midi, c'était le Pidyon-Amen de Mehdi Azimov. Pidyon-Amen de Mehdi Azimov. Donc, j'étais avec ma mère à Saint-Paul faire les courses de Shabbat. On achetait l'avion de ses aveux. Enfin, vous ne l'avez pas connu, vous ne l'étiez pas né. Et le vin de Shabbat et les produits cachers chez Belchetrit. Belchetrit, il y avait ces 2 magasins et on allait en métro 1h30. Ce jeudi-là, il y avait un Pidyon-Amen de Rav Mehdi Azimov. Et donc, il avait 30 jours.
Alors, quelle merveille! Quelle merveille ce film! Pourquoi je dis quelle merveille? Il y avait la crème des Hassidim. Je vais citer quelques-uns. Rav Nissan Nemalov, qui était le patron de la yeshiva de Brunois, et sur qui on a dit que lorsqu'il faisait Shmoné Esrei, il atteignait la madriga de Belloni. Ah oui. Déjà l'échantillon qu'on avait là-bas. Ensuite, Rav Kalmenson, qui lui, il a créé une communauté d'Aubervilliers qui s'appelait Schneor, et à tel point qu'à la fin, on a nommé une rue qui s'appelle rue Kalmenson. Tu n'es pas au courant, ça? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et juste à côté de l'école Schneor. Voilà, et c'est vraiment que c'est une Keïla hassidique. Même je vais prier là-bas, je sens le rabbi là-bas. Et il y avait aussi Rav Liberov, Rav Beninov, le père de Boulay. C'est une crème, la crème de la Hassidoute. J'avais à ce moment-là 19 ans et je voyais ça vraiment. C'était un pignon d'Abel, Kodesh. Les mamans avaient la tête couverte. J'ai vu un milieu juif qui m'a... Pour vous, c'est la première fois que vous avez vu autant de gens qui pratiquaient, qui étaient vraiment des juifs religieux, pratiquants. C'est des juifs. C'est des juifs selon la Torah. Selon la Torah. Il n'y a pas... C'est des juifs, des vrais juifs. Ces Keilot-là, on les voit aujourd'hui à Beth Shemesh et à Bnei Brak. Ah, d'accord. Et plus particulièrement maintenant, Beth Shemesh. Il y a des quartiers où il y a que des yeshivot, des Talmudei Torah, et toutes les chitotes du monde, Popov, Lolov, Satmar et tout. Et d'ailleurs, quand je suis à la retraite, j'ai fait un travail dessus, à l'aide d'Internet, et j'ai recensé 216 dynasties hassidiques. Ah bon. Voilà. Au classement, il y avait les Satmar, les premiers, au niveau du nombre, et Chabad 8e. Ah, c'est sympa. Mais attention, ça c'est des statistiques d'il y a 10 ans. Et je suis sûr que nous, on est monté aujourd'hui 5e, 6e avec Oufarasta. Et j'étais passionné parce que j'avais saqué un rabbi. À l'Akbar Omer, chaque rabbi sort devant son feu. Alors tu vois, c'est un monde féerique. C'est le monde c'est passionnant, mais il faut qu'on revienne à notre sujet. Oui, non, mais j'ai compris. J'ai 1h20. En 1h20, il faut bien que je dise pas mal de choses. Parce que les Yehidout, j'en ai eu peut-être 5 ou 6 ou 7. Oh là là, imaginez ce que vous avez à dire. Mais les Yehidout, ça prend pas beaucoup de temps. Le rabbi recevait 3 minutes chacun. Il ne recevait pas 2 heures. Bon. Il y avait les fabriguels, il y avait ça. Mais déjà, le préambule, c'est-à-dire comment je me suis préparé pour arriver à ces Yehidout. Comment s'est passé le premier voyage, avant la Yehidout, le premier voyage? Non, alors je suis venu, je débarque, un désert, et Boulay nous forme. Alors, comment c'est arrivé déjà le rabbi? Alors, en marchant ensemble, Boulay et moi, il m'a dit, ça te dit d'aller voir le rabbi en Amérique? L'Amérique passait avant le rabbi pour moi dans la tête, parce que qui pouvait voyager chez le rabbi en Amérique? L'Amérique, on pouvait voyager au Maroc, en Israël, et l'Amérique, c'était pour un jeune homme de 20 ans, 21 ans, c'est de l'aventure, c'était pas... Et puis, c'était 7h30 de vol, c'était des avions bien et tout, donc... j'ai dit à Boulay, c'était en 1971, j'ai dit à Boulay... ouais, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, tu peux y aller. Et il ne m'avait pas donné l'adresse de chez le rabbi à l'époque, parce quand on arrivait sur le on était peut-être 15, 20. C'était pas comme maintenant 300 ou 400. Et j'ai pris avec moi conversation avec les jeunes où c'était écrit 770 Eastern Parkway. J'ai dit à Boulay, au local, pas au local, parce qu'il n'y avait pas de local. Je lui dis, Boulay, c'est bien ici, hein? Ah, il m'a dit, c'est l'adresse du rabbi, tu peux y aller. Donc, je prends le billet. Moi, je ne savais rien. Je rentre dans le taxi, et le taxi, il
Et chaque fois qu'il tournait, il me dit, il y a des travaux. Et il était obligé de m'expliquer. Mais enfin, il ne m'a pas pris plus de $15 parce qu'à l'arrivée, une bande de Bahorim est venue autour du taxi pour lui dire oui, ça va. Il me dit, viens, ça va. Il m'ouvre la porte. Il me dit, tout va bien, ça va, ça va, ça va. Ils prennent ma valise, ils m'amènent au Forban, là-bas. On arrive au Rabi. On arrive là, au Rabi. C'est quoi le Forban? C'était pour les invités? C'était le restaurant. Ah. C'était le restaurant pour ceux qui venaient voir le Rabbi. D'accord. Ah, c'est pas des touristes. Touristes, il y a encore un vieux. Touristes chez le Rabbi, bien sûr. Oui, chez le Rabbi, oui, bien sûr. Et donc. Les invités, c'est un meilleur. Les invités, voilà, les invités. Et on se restaurait. Ensuite, il t'indiquait où tu allais dormir. Et l'accueil était vraiment chaleureux. Ça, je dis parce qu'après, c'est une catastrophe. Mais au début, quand on n'était pas nombreux, l'accueil, et puis il y avait cette mentalité du Farasta. Donc il se pliait pour un juif qui n'avait pas de barbe et qui était perdu. Et ça, le rabbi précédent l'ont compris, parce que les Français au Maroc allaient bouffer notre Neshama. Ils allaient bouffer notre Neshama, mais j'avais la photo du rabbi dans ma poche, c'est en noir au blanc, la petite, mais là elle est en couleur, mais... Donc, 1972, c'est mon premier voyage chez le Rabbi. Comme ça s'est passé, j'avais où dormir, j'avais où manger, et c'était Fabringen, on ne comprenait rien du tout, bien sûr. Yiddish, comme c'était Shabbat Bereshit, c'était au moins 10-12 heures de Fabringen. Et il y avait un Français à côté de moi, il dit, dis-moi, il mange que des Fabringen dans cette maison, il avait faim. C'est pas possible, il dit comment. Bon, et c'était le dernier jour, la Yehidout. Ah, la Yehidout, il fallait y aller au Mikvé. On changeait tout, du chapeau jusqu'aux chaussettes. Tout était neuf. La chemise, la cravate, le costume, les chapeaux, c'était la Yehidout, vraiment. Et une première Yehidout, on dit que c'est la Brit Mila de la Neshama. Bon, ouais, c'est comme, en fait, on va le voir là dans quelques jours. Je vous fais une petite pause. Oui. Je vais expliquer un peu l'idée. Dans quelques jours dans la Yom Yom, ouais. On va voir qu'un des grands chassidim, considéré, je crois que c'était le Rashbat, il considérait, Rashbat c'est Rav Shmuel Betzalel, c'était un des très grands chassidim il a connu plusieurs abbayes. Tu passes. Ouais, on va voir. Il a connu le Tzemar Tzedek, il a connu le Rabbi Marash, le Rabbi Rachab, il a même enseigné au Rabbi précédent. Et lui, la première fois qu'il a vu son Rabbi, je pense que c'était le Tzemar Tzedek, il a considéré ce jour-là comme son anniversaire. Et toutes les coutumes qu'on faisait pour l'anniversaire, monter à la Torah, vous savez, prendre des bonnes décisions, etc., il le faisait pour le jour où il a rencontré, enfin, il a été en Yichidout pour la première fois chez son rabbi. Et il mettait les tefilines au moment où il était rentré en Yichidout, c'est-à-dire le matin très très tôt. Parce que vous savez, les Yichidout, ça a duré jusqu'à... Enfin, vous allez sûrement nous en parler, moi, je n'ai pas eu ce mérite. Mais les Yichidout, ça a duré tout au long de la nuit. Et puis, la fameuse histoire avec le monsieur qui est venu à 11h du matin, parce qu'on lui a dit qu'il avait un rendez-vous avec le Rabbi de Lubavitch à 11h du matin. Il est arrivé au 770, on lui a dit à 11h, on n'a pas précisé. Pour lui, 11h, c'était 11h du matin. Donc, il est arrivé à 11h. Et en fait, c'était à 11h du soir. Il a dû revenir à 11h du soir parce que ça commençait, c'est ça, hein, ça commençait très tard. Ça commençait, mais ça se terminait 4h du matin, 5h. Mais ce Hassid là qui dit que c'était son anniversaire, il avait quel âge? Il avait quel âge? Il était âgé déjà avant d'arrivé. C'est pas pareil. Nous, on avait 20 ans, 22 ans. C'est un vrai nouvel anniversaire. C'était 22 ans. Bon, j'ai eu une chance terrible de voir leur ami à 22 ans. Il y a qui attendent 40 ans, vraiment. Ouais, je ne sais pas. Alors, la préparation à la Yichidout, c'était comment? Alors, Mikvé, bien sûr, tu changeais toute ta tenue, Que des habits nouveaux? Non, c'était ma chita à moi. Ah, d'accord, c'était vous, c'était spécifique à vous. Alors, très proprement, quand tu mets ton habit de Shabbat, quand tu mets, enfin, surtout quand on était costume, c'était encore horrible, tu vois. Et on avait peur, la vérité, on avait peur, parce que
Bon, d'abord, on écrivait ce qu'on appelle un tsetel. C'est un petit papier. Hein. Un petit papier. Parce que comme il est marocain, alors... On le rentrait. Non, j'avais du respect. Je savais, j'avais du respect on avait un respect énorme pour le rabbi. Et tu rentres, tu es debout, tu lui donnes le tsetel, il prend un crayon. Le crayon, il était bon qu'il a taillé, il était comme ça. Il souligne ce que tu écris. Après, il me regarde d'une manière étonnante, il me dit, tu demandes la parmassa, tu demandes ça, et l'étude de la Torah, tu ne demandes pas. L'étude de la Torah, tu ne demandes pas. Il m'a dit, bracha pour l'étude de la Torah, et bracha pour l'étude de la Torah. Je sors. Bon, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas posé de questions? Non, on ne pose pas. Il y a un respect pour le rabbi. Non, les Nord-Africains, ils avaient un respect énorme pour le rabbi. C'était pas... Mais quand on était jeunes, on avait quand même un comportement un peu léger, quoi. Léger mais inconscient. Par exemple, vous voulez la constater que les jeunes, ils rigolaient avec le rabbi. Vous voulez, il leur a dit non. Ça, j'ai écouté dans un fabricant de Binyamin Mergui. Il a dit non, il ne faut pas rire avec le rabbi. Il ne faut pas rire. Je viens de l'apprendre. Je l'ai appris juste tout récemment au Bet Hamad de Place des Fêtes par un fabricant de Binyamin Mergui. Et vous dites, moi, il ne m'a jamais rien dit. Il savait que je rigolais tout le temps. J'avais le sourire. C'était classique chez moi. Mais il ne me disait rien. Et il ne disait rien. Bon, donc... et là, on a passé Simchat Torah. On a passé ça, c'est merveilleux. Simchat Torah, il a donné toujours une akafa en français. On descendait, il y avait de la place. Parce qu'on n'était pas nombreux, les Français. On était une vingtaine. C'est le premier voyage. Attends, le deuxième... Vous avez dit quelle année déjà? 71? 72. 72. Voilà. Voilà. Et 72, c'est une année normale. Vous avez voyagé pour quelle occasion? Je ne sais pas si vous avez dit. J'ai voyagé pour Tishri. Pour Tishri. En fait, pas tout Tishri. Le lendemain de Kippour, c'était mon premier voyage chez le rabbi. Et là, évidemment, comme c'était le premier voyage, et c'était l'Amérique, j'avais de la famille à Philadelphie. Et je suis parti donc voir la famille à Philadelphie. Je suis resté une nuit, je suis revenu le matin. C'était le matin de Sha'ana Rabbah. Vous voulez me voir à Kingston? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis oui. Il dit, le rabbi distribue le lekah. Et je cours vite dans la souka et le rabbi me donne le lekah. C'est le gâteau au miel, hein? Le gâteau au miel, voilà. C'était le lekah. Alors, je regardais, et je lui ai souri. Parce que moi, j'avais souri. Il m'a souri. Je me suis dit, ouais, souri, c'est bien. Et je pars avec le lekah. Et donc, Motsai Yom Tov, c'était le Kos Levracha. Le Kos Levracha, donc vous avez vu des photos avec Kos Levracha. Et là, je prenais le Kos Levracha. Pour expliquer, le Kos Levracha, c'est vous savez, à la fin de toutes les fêtes, le rabbi faisait Havdalah. Et avec ce vin, on passait, on prenait le Kos Levracha. C'est le rabbi qui distribuait à chacun. À chacun, on passait. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des queues interminables. Et ça se passait bien avec les nigoudim, le rabbi l'encourageait, le bracha ve'atzlacha et tout. Donc, le lendemain de Simchat Torah, de Kos Levracha, on rentrait à Paris. On était une vingtaine, on est rentré à Paris. J'avais dans le cas ma mère ce lekah et ce Kos Levracha. Moi, j'ai mangé un tout petit peu, parce que c'est le bracha, le rabbi m'a donné. Alors, ma mère, elle faisait du gâteau de Shabbat avec les miels de... Ah oui, enfin un petit bout à chaque fois. Elle l'a émietté sur un gâteau. Ce gâteau, elle gardait un morceau, qu'elle l'émiettait sur le prochain gâteau, et ainsi de suite jusqu'à Pessah. Pour garder la bénédiction toute l'année. Voilà. Magnifique. Et le Kos Levracha, c'était du vin Kedem. Donc, j'achetais du Kedem, et on faisait Kiddush toute l'année sur le Kedem jusqu'à Pessah. Voilà un peu une petite technique. Le voyage vous accompagnait toute l'année. Toute l'année, pour se rappeler du rabbi. Ça a joué un peu peut-être sur notre Shabbat. Enfin, on avait le rabbi tout le temps. Ça, c'était la première année. Boulet et nous, on était liés d'amitié, d'amour, de gentillesse. On n'a jamais vu une gentillesse sincère. Mais enfin, je crois que c'est au niveau de la Neshama quand même. Hein. Au niveau de la Neshama, on ne sait pas quel Gilgoul on a eu. Mais c'était plus fort. Quand je suis devenu religieux moi, au Maroc, quand j'ai pris cette décision,
J'étais à la fenêtre de la cuisine et Shabbat, je vois 2 juifs arriver, marcher. Un est revenu de la synagogue et l'un est revenu du travail. À 7 ans, tu vois. Et 7 ans, j'ai dit, qui est le plus intelligent de ces deux-là? Et c'est celui qui revient de la synagogue. Parce qu'il va trouver une table bien dressée, poisson, chanter, va manger la dafina. Et l'autre, il est pressé, il va dire à sa femme, fais-moi vite la dafina, je dois partir au travail. C'est pas une vie, ça. À ce moment-là, j'ai mis la kippa et j'ai pris la décision d'être religieux. Voilà. Et ils se sont moqués de moi, mais ça fait rien. J'ai la force de... Ma force c'est que j'écoutais pas ceux qui se moquaient. Très important. C'est comme ça que le Shulchan Aruch commence. La première phrase du Shulchan Aruch. Je n'ai pas lu cette halakha. Mais non, vous ne savez pas, mais c'est la Neshama qui sait. Ouais. Et donc, même mes frères se moquaient de moi. Et maintenant, ils me disent, vraiment, tu étais dans la vérité. Et bon, ils reconnaissent. Incroyable. Voilà. Donc, quelque part, j'avais une direction vers le judaïsme. La deuxième Yichidut, elle s'est passée comment? Ah ben attends. Voilà, on termine avec 72. 72, d'accord. Alors, on passe 73, il y a eu 2 événements en 73. Il y avait la guerre de Kippour. Évidemment. Et la Marseillaise. 73, fin 73. Alors. 73, la Marseillaise. Alors, la guerre de Kippour, j'ai assisté à un truc parce que le lendemain de Kippour, j'ai prié Kippour à la rue Bafroy. Je n'étais pas encore marié. À la rue Bafroy, et en sortant après la Nehila, on entendait la guerre en Israël, et tout de suite information et tout. Mais on avait, nous, dans la tête que, comme Israël a gagné la guerre des 6 jours, elle pouvait gagner la guerre de Kippour. Donc c'était ça dans la tête. Mais non, comme ils sont venus à Kippour, les Arabes, ils avaient un peu le champ libre. Ils commençaient à rentrer dans le Sinaï et tout. Et moi, je suis arrivé, et tout le monde me demandait quelles sont les nouvelles à Paris, guerre de Kippour. J'aurais dit, je suis comme vous, je débarque. Et, tout. Et pendant le Fabrigène, comme Israël perdait un peu le terrain, le rabbi s'est levé, il levait les bras, comme ça. Et le lendemain, on commençait à voir qu'Israël commençait à mener la bataille. C'était un signe. Un signe. Avant Hachem, il a vraiment bataillé là-haut pour que Israël gagne la guerre. Et Israël a gagné la guerre, on sait comment c'est terminé. Donc, c'était ça pendant les Fabrigènes de Sukkot. Et donc, on arrive donc à Simchat Torah. Et le rabbi, il a dit, maintenant, c'est l'heure de la kafa des Français. Je ne sais pas le rabbi qui l'a dit, c'est le Baal Messader. Le Baal Messader, c'est ceux qui organisent sur place. Ouais, sur place. Et donc, tous les Français rentrent dans le chet. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour sécuriser l'endroit, il faut expliquer. Pour sécuriser l'endroit, ils faisaient des barrières de façon à ce que les gens ne se poussent pas, etc. On pouvait mettre à l'honneur certaines personnes. Que les gens ne rentrent pas sur nous. Voilà. On avait notre carré avec des Sefer Torah. Il faut expliquer qu'il y avait des milliers de personnes, c'est ça? Encore cette année, il y a eu des années où, cette année 73, il y avait à peu près 100 de Français. Ah oui. Ce qu'ils appelaient les Français, c'est tous les Tchouva comme nous, de Moulay, et quelques Bachorim de la Yeshiva de Brunois, ils se disaient français, et ils rentraient avec nous. Bon, et les Sefer Torah, il y avait les petits, c'était pas lourd. Donc on prenait, c'était le tour des Français, le rabbi il tourne, il chante à Deret Veroula, la Marseillaise. Figure-toi, quand j'avais 22 ans, j'ai crié « C'est la Marseillaise !» Je reçois un coup derrière mon dos. C'est vrai que... Vous savez, j'ai toujours entendu cette histoire. Ouais, mais et on m'a toujours dit qu'il y a un Français qui a dit « C'est la Marseillaise !» Et tout le monde a dit « Mais c'est impossible !» Et on lui a mis un coup pour lui dire de se taire. C'était vous alors? Je l'ai reconnu, J'ai reçu un coup derrière, un grand chassid qui m'a donné un coup. Mais il avait raison. Il avait raison, parce que la façon dont Dégis est marseillaise, on se croirait dans un terrain de football, tu vois. Oui, mais quand tu as 22 ans, tu cries comme ça, c'est pas... Tu deviens voir, mais tu cries de joie. Tu cries que quand ça fait, leur ami, il chante la Marseillaise. Pas possible, ça. Et après, ils se sont rendus compte que c'était la Marseillaise. Et on a passé toute la nuit à chanter la Marseillaise. Évidemment,
le lendemain, à Deret Vemoula, on a chanté à la Marseillaise. Et maintenant, en France, on l'a fait toujours à Deret Vemoula à la Marseillaise. On ne fait pas sur l'ancien temps, la. Non, les Français n'ont vraiment pas le droit de le faire parce que c'est un cadeau du rabbi. Si tu fais sur cette air-là, c'est que tu refuses le cadeau du rabbi. Donc, on le fait. Je ne sais pas si dans votre choule vous faites comme ça. De temps en temps, c'est fini, là, en tout cas. Il faut faire que vous déraillez. Hein. Il a donné ce cadeau aux Français, donc ils le font. Il faut l'honorer, il faut honorer ce cadeau. Il faut honorer ce cadeau, c'est sûr. Et cette Marseillaise. Alors cette année-là, il y avait Daniel Uzan qui nous a pris des billets par la Sabena. C'est une compagnie belge, billets de groupe. Et chez lui, il avait 50 billets. Hein, il dit pas cher. Et on est partis tous avec la Sabena. Et donc pour le retour, on a loué un car pour nous emmener à l'aéroport. Le rabbi est sorti pour nous dire au revoir. C'était émouvant, là, c'est les larmes aux yeux. Et pour nous faire au revoir, il avait de la peine qu'on retourne à Paris, mais il nous a encouragés. C'était l'année de la Marseillaise, tu vois. Alors, il a encouragé. On est arrivé à l'aéroport, le pilote nous attendait en dehors de l'aéroport, on n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? On remplissait tout l'avion, le pilote lui-même. C'était, vous êtes arrivé, ça va, allez hop, on a rempli, c'était marrant. Il n'y avait pas toute la sécurité, tout ça, quoi. C'était bien, enfin, c'était vraiment. Non, il n'y avait pas de sécurité, c'est fini, ça. On a démarré, on a profité de ces beaux avions 747 pour aller. Ils ont été faits pour aller chez le rabbi. C'était magnifique, vraiment. Et le service était magnifique et tout. Bon. Voilà un peu ce qui s'est passé en 1973, où il y avait la guerre de Kippour, la Marseillaise. Vous n'êtes pas rentré en Yehidout alors, en 1973? Oui, alors, je suis rentré en Yehidout, c'est ça je rentre en Yehidout. La deuxième, c'est le deuxième Yehidout. La première, qu'est-ce qu'il m'a dit le rabbi? L'étude de la Torah. C'est de la Torah. Alors, deuxième. J'écris bracha pour l'étude de la Torah. Il m'a béni pour la Parnassa. C'est bien. C'était marrant, c'était vraiment. Il ne m'attendait pas, mais Comment il a dit? Vous vous souvenez des mots qu'il a dit ou... Bien sûr qu'il se souvient de tout. Non, vous, est-ce que vous souvenez des mots qu'il a dit? Il a pris la feuille. Oui, il a lu, il a fait tracer, et il m'a dit Parnassa Tova. Aslaha, du monde et d'études de la Torah, il dit mais non, pardon, ça Tova. Incroyable, c'était vraiment formidable. Mais quand j'ai demandé la Parnassa, c'est un âge où tu vois, où tu termines tes études, tu as envie d'avoir une Parnassa pour te marier. C'était pas, j'avais pas ma tête ancrée sur gagner de l'argent, tu vois. Et voilà, le rabbi retenait tout, il connaissait tout le monde, vraiment, il connaissait son caractère, ses habitudes, Vous avez échangé des lettres avec le rabbi à part la Yehidout? Vous avez échangé des lettres? Oui, on a. Je ne sais pas si c'est prévu dans la, suite. C'est prévu, bien sûr. Moi, tu ne vas pas laisser faire le préambule. Chez le préambule, oui. On est arrivé dans Yehidout, qui est le sujet de la soirée, vos instants merveilleux avec le rabbi. Mais, alors, 74. 74, bien sûr, on a été chez le rabbi, mais... Vous allez tous les ans, alors? Alors, avant de me marier, parce qu'après, on a monté le Bet Hamad de Place des Fêtes, j'étais, entre guillemets, un chaliah, donc je n'avais pas le droit d'y aller tous les ans, c'est une fois tous les 2 ans. D'accord. Bon. Donc c'était une fois vous, une fois Rav Mergui. Voilà. Et je me suis dit, il va certainement tricher, et je vais moi aussi tricher. Non, il n'a pas triché. Il est resté correct. Dommage, j'aurais voulu y aller tous les ans. L'année où je n'allais pas chez le rabbi, on étouffait. C'est pas possible. Je ne pouvais pas trouver une ambiance extraordinaire. Et c'était toujours Tishri alors? Tishri, c'est le rabbi, c'était l'oxygène de l'année. Vraiment, c'est pas. Pour 2 ans. L'oxygène pour 2 ans pour vous? 2 ans, ouais. 2 ans. L'année où je n'allais pas, ça fait rien. Je faisais Simchat Torah à Place des Fêtes, comme chez le rabbi. Vraiment, parce que bon. Alors, en 74, donc, c'est une année où on commençait à ne plus avoir de place au Seven. On était serrés, et je me rappelle, Boulet l'avait dit, il était
couché sur la table qui séparait le head, quand tu dis, toi. Et il a dit, je m'en fous, on peut m'écraser, on peut me tuer, mais je ne bougerai pas de là. Il avait 100 personnes sur son dos. Mais il était bien après la Kafa du Rabbi. La Kafa du Rabbi, c'était aïe, 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 aïe. Tu avais Donc lui, il voulait se mettre devant pour pouvoir voir le Rabbi, quoi. C'est ça, il n'était pas prêt à laisser sa place, quoi. C'était. Non, oui, bien sûr, pour voir le Rabbi, mais il laissait aussi la place aux Français. Il avait le groupe avec tout le monde était ensemble, quoi. Oui, il adorait. Et nous, quelle place on avait? On avait la place sur un doigt. C'est-à-dire l'orteil, il tenait debout et le reste. Et si tu dansais, tu pouvais tomber sous les plateformes. C'était le charme. C'était l'ambiance. Ça durait 5 minutes. Mais 5 minutes, tu prenais tous les kohot de l'année. Tous les kohot de l'année. Et donc. Vous n'avez pas parlé de Simchat Torah encore? Parce que vous avez parlé de 2 Tishrim, mais vous n'avez pas parlé de Simchat Torah. On va y arriver, ok. C'est prévu. D'abord, parce qu'on rentrait au Yehidout, le lendemain, Simchat Torah. C'était la fin. Avant de rentrer, on rentrait au Yehidout. Il y avait le Lekah, il y avait le Kossel Bracha, et il y avait la Yehidout. Ensuite, on rentrait. Ve'akov alach le darko. Et donc en 1974, il y a eu un bel événement. C'était l'année où on a acheté le local de la rue Lamartine. Ah. Le fameux, quand tu voyais dans François les locaux, il a fini par trouver la rue Lamartine, 8 rue Lamartine, un immeuble qu'on avait acheté à 500 000 francs. Et comme on était encore Bachouriv, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, on a participé avec 2 000 francs chacun. Il y avait combien de personnes à peu près? Une centaine, vous avez dit, ou plus? Au moment où on a acheté le local, il y avait presque 200. 200. Il y avait même 200. Hommes et femmes en même temps, vous comptez Ben non, les hommes, hein, je ne parle pas des femmes. 200 ouais, il y avait beaucoup de jeunes filles aussi. Il y avait des jeunes filles qui avaient un cours en bas de la rue Lamartine, entre elles. Il y avait 2 cours, il y avait les hommes et les jeunes filles. Et les jeunes filles. Après, un peu d'eau là-haut. Allez-y, allez-y. Alors, il a acheté, vous voulez, donc, le local, 500 000 francs. Chacun a donné 2 000 francs, 20 chèques de 100 francs. À cette époque, le SMIC était de 700 francs. Donc, ça donnait un marasser de 14%. Voilà, donc c'était un effort. Cet effort, on l'a fait parce qu'on était contents, quoi. Bon, j'étais à la réunion quand Moulay a décidé qu'on l'achète. Alors, évidemment, les gens qui ne s'appelaient pas, ils disaient « Ouais, il y a l'entretien, il y a ça. » C'était toujours des obstacles. Mais là, bon, Philippe Hachem a donné le 20 chèques de 100 euros, ça veut dire c'est 2 000 euros. On n'a pas regretté. En francs. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui ai confondu. C'est vrai que c'est une affaire de 22 ans, hein, disons entre l'euro et le franc. C'est ça. Et nous, on l'a acheté en 1974, ce local-là. Et cette année-là, il y avait déjà 300 Français qui allaient chez le Rabbi en Ticherie. J'ai pris à tel point que Groner, qui gérait le tour de rôle pour rentrer chez le Rabbi, il a dit à Moulay, qu'est-ce que ça fait? Tu as amené toute la France avec toi? Ça traînait trop tard. Mais on s'en foutait, on n'avait pas de... Le gashmi, quand tu voyais le Rabbi, quand tu voyais le Rabbi, tu oubliais le gashmi. Je suis resté cette année-là 2 jours de auto sans manger, tellement qu'il y avait de monde. Et moi, j'attendais qu'on m'invite. Là, il ne fallait pas attendre qu'on t'invite. Il fallait y aller, suivre une famille, rentrer, manger. Et moi, j'étais éduqué. Les gens là-bas, c'était très... Sans manger, je te dis 2 jours. Sans manger, 2 jours, tu vois. Même dans la souka, il y avait les Israéliens, ils venaient, ils raflaient tout. Mais dès que j'ai vu le Rabbi, j'ai perdu la faim. Je n'avais plus faim. On va comprendre ça. Il n'y avait plus faim. Quand on voyait le Rabbi au Yehidout, il n'y avait plus faim. Et là, bon, la Yehidout se passait très bien. Ce qu'on disait au Rabbi, il le faisait et tout. Alors, l'année 75, c'est l'année où j'étais Hatan. Ah.
Mazal tov. Parce qu'en 74, j'avais demandé au Rabbi le racha pour être Hatan. Et 75, je rentre avec ma Kala, au Yehilout. Déjà marié? Non, Pas encore. Hatan et Kala. Hatan et Kala, on est rentrés. On avait un privilège, tu te rends compte, hein, qui c'est qui rentre Hatan et Kala chez le Rabbi, on lui rentrait le setel, il était content quand j'allais se marier, il nous a posé la question, où vous allez vous marier? Et on lui a dit à Strasbourg, non, à Paris, parce que ma femme était de Strasbourg, on lui a dit à Paris, c'est très bien. Et il nous avait dit pour les kidouchi, les oursi, et tout ce qu'il faut, comme il faut et tout. Et donc, une fois à Paris, on s'est mariés, le Youdalet qui se lève. Le Youdalet qui se lève, en 1975, enfin je ne sais pas quelle année ça donnait en hébreu, mais c'était le mariage. Alors, entre-temps, on continue hein? On continue. C'est juste qu'il y a... Alors, entre-temps, moi, je suis toujours resté avec mon sidour séfarade, Tefila Vénésion, tu vois. Et ma femme a attendu un bébé en 1976. Et j'ai dit, quand le bébé va naître, qu'est-ce qu'il va choisir? Ma femme prier Habad et va prier Sidour Séfarad. J'ai dit que le bébé, ma fille Hada, c'était mon aînée, elle a 40, je ne sais pas, comment elle va... Donc j'ai pris un stylo et j'ai écrit au Rabbi. Je lui ai dit, voilà, ma femme attend un bébé, quand il va naître, qu'est-ce que je fais? Sur quel sidour elle va utiliser? Ouais. Il ne m'a pas répondu directement. Parce que ma femme, elle avait écrit pour avoir une bracha d'accouchement léger, calme, atzlaha et tout. Et il lui a répondu sur ça. Et en bas, après la signature, vous dites à votre mari que c'est bien pour lui de prendre du sahabad. Il a répondu à votre femme. Ouais. C'est intéressant. De dire à moi que c'est bien. Ouais. Et donc, j'avais reçu la lettre dimanche matin, après avoir prié Sfarad, que je reviens de la choue, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois la lettre du Rabbi, et je l'ai faite avec du Habad. Tout de suite, quoi. Habad, ils étaient très contents. Donc je vais au local et je montre la lettre à Boulay. Boulay m'a dit, le Rabbi t'a eu, hein? J'ai dit non, il ne m'a pas eu, le Rabbi. Il m'a utilisé ce langage parce qu'il savait que j'étais jovial. Tu vois, avec cet interne qui n'allait pas. Le Rabbi ne m'a pas eu, le Rabbi m'a tranquillisé. Parce que l'histoire de ce sidour, elle est un peu spéciale. Quand j'avais 8 ans, j'allais dans une synagogue où tous les sidourim étaient déchirés. Et la synagogue n'était pas assez riche pour acheter d'autres sidourim. Alors j'ai pris l'argent des bonbons et j'ai été à la librairie et j'ai acheté un sidour. Donc ce sidour, je l'ai payé de moi-même. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on ne change pas un sidour comme on change une bicyclette. C'est très important, un sidour. Moi, j'ai vu un hassid. On a l'habitude de mettre toujours le houbash au-dessus de... J'ai vu un hassid prendre le sidour et le mettre au-dessus du houbash. Et tu vois qu'il a l'importance, le sidour, tu vois. Et donc... À cette époque-là, autour de vous, les gens, ils devenaient déjà... Loubavitch, même s'ils allaient au cours de Rabazimov. Automatiquement, parce qu'il y avait une lettre quand même ouverte qu'on pouvait prendre du sahabat sans problème. D'accord. Mais ça va avec tous les minagim, les coutumes, tout ce qui va avec. Oui, c'est pas seulement le sidour. Oui, bien sûr. Mais le sidour, bon, c'est emblématique. Tu as dans le Shouana Esrei, trois mots en plus dans le Sfarad. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Surtout les fêtes. Mais malgré tout ce raisonnement, moi-même, je ne pouvais pas changer. Ça, le Rabbi l'a compris. Quand je lui ai écrit « Qu'est-ce que je dois faire ?», il a compris mon souci. Et donc, il a dit à ma femme de dire à son mari que c'est bien pour lui. C'est-à-dire, ce souci, il l'a compris. Mais je suis fier de ça parce que je n'ai pas pris moi-même la décision. Parce que bon, ce sidour-là, on ne change pas comme ça, un sidour. Et la preuve, je l'ai eue, c'est quand certains papetiers ou certaines librairies faisaient des sidours à eux. Sidour, je ne sais pas, vert, rouge, jaune.
Vous voulez, il n'était pas content et tout. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces sidourim? Je sais pas, n'importe qui fait un sidour, mais non, c'est pas possible. Donc ça confirmait un peu l'angoisse que j'avais de devoir changer moi-même. Il fallait une autorisation spirituelle pour changer. Et là, voilà, ce fameux sidour qui a permis à... Avec votre première enfance, et ça a été... Voilà, donc le premier enfant, il a grandi dans le système. Voilà. Alors, entre-temps, donc après ça, c'était 76. Combien il me reste de temps encore pour parler? On a tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. On a ouvert donc en 77 le premier Bet Hamad. Place des Fêtes. Bet Hamad de Place des Fêtes. Comment ça s'est passé? Binyamin s'est marié en 76, en 77, il est venu à la Place des Fêtes, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, Rafi, on va ouvrir un Bet Hamad, on peut y aller les deux. Il dit, avec plaisir, sans problème. Et donc, on a ouvert ce Bet Hamad que Moulay nous a trouvé, et on a construit aussi le Mikvé. Deuxième Mikvé dans Paris, à part celui de la République. Rue des Annelés, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est une merveille de cadeau que le Moulay nous a donné, tu vois. Notre choule était vite devenue petite, tu vois. Et alors, le problème qui se posait, parce que 3/4 de la choule, c'était des Sfarades. Comment faire la tfila? On s'est réunis chez Moulay, et comme moi j'étais très makpide de ne pas changer de doussard et tout, et j'ai dit, bah, je sais pas, j'ai eu du mal à changer de sidour, il a fallu que je leur ai dit, on va demander au Rabbi. Et il a dit non, le Rabbi il dit qu'on connaît mieux les gens, nous de Place des Fêtes, que le Rabbi. C'est à vous de décider. Le Rabbi lui-même a répondu? Il a répondu, d'après Moulay, d'après les connaissances de Moulay, et il nous a dit que le Rabbi, il respecte notre décision parce que nous connaissons les gens à qui nous avons affaire. Bon, c'était un problème. Quel l'air faire à Aziachir, Baour Sheava. Bon, c'est très baki moi là-dessus. Donc je faisais toute la tfila à la marocaine, Aziachir on chantait, Baour Sheava on chantait, mais nous sahabad. En fait, vous faisiez tous les chants qui voilà. étaient séfarades, mais vous gardiez quand même le sidour. Voilà. En plus, comme j'étais marocain, ils aimaient un peu ma façon de rigoler, ma façon les blagues, ils étaient quelque part pas à l'aise. Ils étaient à l'aise. Mon rôle, c'était de les mettre à l'aise. Et Binyamin, que Dieu le bénit, avec ses connaissances, il nous faisait des shiurim. Il fait toujours. Toujours. Mais maintenant, j'ai quitté dans Parashat Mishpatim des cours extraordinaires. Le Vidrachi, le Rabbi, ce qu'il a dit dans les sirotes, sur ça et sur ça. Livre là, c'est 40 ans. Avec lui et moi, il n'y avait pas de problème. Pour moi, l'essentiel, c'était que ça marche. Vous voulez du thé ou pas? Non, ça va aller. C'est l'eau. D'accord, on continue. Alors, on nous voit tout ça, boire et tout, on nous voit. On vous laisse quand même. On ne sait jamais. Si l'envie vous vient, au moins vous avez. Ça, c'est très chaud pour l'instant. Ah bon. Si je regarde ça, ça va pas. Ça revient au même. Ils me connaissent, t'inquiète pas. Parce que là, vous me parlez à moi. Derrière, il y a peut-être 70-80 personnes qui vous regardent maintenant et qui vous regardez après. Oui. Vous parlez plus à la caméra qu'à moi. Ah d'accord, oui, parce que Vous voulez faire une pause Si vous voulez faire une pause. 5 minutes quand même. 5 minutes de pause. Bon, alors on va raconter une petite histoire. Parce qu'avant de faire cette soirée, puisque ça fait partie des choses qu'on doit faire avant le 11 Nissan. Et vous savez que quand on parle de faire un cadeau au Rabbi, il faut bien réaliser que ce n'est pas un cadeau d'ordre... 10h15. Comme une surprise. Vous savez, quand on fait un cadeau, on fait parfois une surprise. Ça veut dire que on veut faire une surprise à la personne, on veut lui montrer qu'on a fait quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas.
Mais quand on parle du rabbi, eh bien, on a besoin de lui faire une surprise. Ça veut dire qu'on sait exactement ce que veut le rabbi. Tout à l'heure, on a dit qu'en Tafina Medbet, en 1972, le rabbi s'est exprimé clairement sur ce qu'il voulait. Il a expliqué que rajouter dans l'étude de la Torah, et puis bien sûr l'ouverture d'institutions, ça c'était le cadeau que le rabbi souhaitait clairement. Et puisqu'on parle de cadeaux, on raconte que Madame Azimov, donc la femme du Rav Azimov, était partie chez la rabbinite, la femme du rabbi. Et puis, une fois dans la maison, elle voit une montre, une belle montre dans la maison, accrochée. Et la rabbinite lui dit, tu vois, cette montre, c'est les chassidim qui nous ont offert cette montre. Et en discutant comme ça, la rabbinite lui dit, tu sais, un vrai cadeau pour moi, c'est d'organiser un cours avec les jeunes. Et ça, c'est ce qu'on considère un vrai cadeau. Ça veut dire que, quelque part, ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que parfois on pense que faire un cadeau au rabbi, ce serait quelque chose d'extérieur, etc. Alors que l'essentiel, et c'est un peu ce qu'on comprend depuis tout à l'heure, parce que le rabbi, tout de suite, quand il avait demandé par rapport à différentes choses, le rabbi demandait « Est-ce que vous étudiez la Torah ?» Et le cadeau essentiel, quelque part, qu'on doit offrir au rabbi, c'est bien sûr l'idée, pas l'idée, mais concrètement ouvrir un livre et rajouter dans l'étude de la Torah. Voilà, on va... Donc, ce Bet on va Havad... remettre la caméra de votre côté. Alors, ce Bet Havad. Alors, c'est un des premiers Bet Havad. Grâce à Dieu, il y avait tellement de monde que on a fait un deuxième à la rue Petit, un troisième à la rue de Flandre, un quatrième dans le 20e, et ainsi de suite, dans les banlieues, et ainsi de suite. Entre-temps, pendant cette année, le père de Boulet m'a demandé de faire Talmud Torah. Alors, les Talmud Torah, j'en ai fait au 17 rue des Rosiers, j'ai fait à la rue Verliot. Et le dernier que j'ai fait, c'était à Dully, la commune de Dully. C'était très loin, c'était 1h30 de trajet, Dully-Paris. Et je revenais donc, j'allais le matin, je revenais, ils étaient à la maison à 2h, 2h30, pâle, fatigué, mais très content de voir des enfants apprendre la Torah. Donc le salaire était de 400 francs. Mon premier salaire, j'ai acheté des bonbons pour récompenser les enfants de Talmud Torah. C'était leur récompense et ça me fait tellement plaisir. J'allais même au Heder donner des bonbons aux enfants du Heder parce que c'était l'amour de voir ces enfants étudier la Torah. Quand on a grandi avec des goïms, quand tu vois ça, tu revois ta racine, donc on est content et cette joie se manifestait. Et qu'est-ce qui s'est passé un matin quand le père de Boulet a quitté ce monde? Un an après, un matin, quelqu'un sonne à la maison. J'étais malade ce jour-là, tiens. Et c'était Boulet qui est arrivé avec $100 à la maison et une lettre du rabbi. Et il disait à ma femme, tu donnes ça à ton mari. Ces $100-là, ton mari a été tiré au Goral. $100 ont été donnés à mon père pour la bracha, pour la tzlacha des Talmudei Torah. Quand il a quitté ce monde, ils ont fait un Goral des professeurs de Talmud Torah et ils étaient tirés. Et ce jour-là, ils n'étaient pas dans ce Goral, j'étais malade. Et il me l'a amené ce billet de $100 du rabbi. Incroyable. Et je l'ai mis dans un cadre, j'étais tellement heureux. Et la lettre du rabbi, je l'ai eue aussi. Et donc, ça, je me rends compte un peu, en fait, que Dieu ne reste pas en dette. Je suis tellement fatigué dans ce Talmud Torah,
tellement j'ai fait des routes et tout, voilà, et bien voilà, j'ai reçu les $100 du père de Moulay pour la tzlaha sur le Talmud Torah. Dieu reste pas honnête. Tout ce que vous faites là et tout, c'est payable un jour, vous inquiétez pas. Il y a de la reconnaissance. Mais vous ne faites pas ça pour ça. Vous faites ça pour l'amour du Rabbi, bien sûr. Alors maintenant, les péripéties un peu... tous les Shabbats Noah, le dimanche, le lendemain, il y avait réunion du groupe pour dispatcher les activités. Toi, tu fais tes filets, toi, tu fais ça, ça. Et l'activité... Au local. Au local. Et l'activité RF Chabad, d'abord, ça a été pris par Shalom Waki Zichron Livracha. Il a fait le Drancy, et il a abandonné une année. Alors, bon, quand il a abandonné, l'année d'après, j'ai dit à Moulay, je prends les RF Chabad en main. Oui, voyez, d'accord. Tu expliquez un peu l'idée, c'est quoi RF Chabad? C'est l'idée de Moulay. RF Chabad, c'est l'idée de Moulay parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio et il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait pas de shlouchim dans les banlieues. Il y avait peut-être 5 shlouchim ou 6 shlouchim. Alors, il fallait... Quand vous dites qu'il n'y a pas de radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio juive, il n'y avait pas de radio juive publier, pour se faire voilà, connaître, il n'y avait etc. pas actualité. Il y avait actualité, c'était Aleph à l'époque, journal Aleph, qui est devenu actualité juive. Là-dedans, ils mettaient une sikha et tout. Et quand la radio, c'était Radio J, on avait le plaisir d'entendre Chaim Nissenboom, qui parlait merveilleusement bien, il était éloquent. Et les sirots de Chaim Nissenboom, c'était compréhensible par tout le monde, vraiment. Au moins, tu sortais avec un Inyan du Rabbi. La première sira que j'ai écoutée de Chaim Nissenboom, c'était sur Shavuot, pourquoi on fait le tikkun. D'accord. Et il avait dit qu'on fait le tikkun parce que les Juifs dormaient, endormis au lieu de... Mais ils ont dormi, le Rabbi dit pourquoi? Parce que les chamas, elles mentent. Elles étaient beaucoup... Regarde comment le Rabbi, il sauve les Juifs, le sroud des Juifs, comment il cherchait. Par cette sikha, on était à la synagogue, il l'a dit, il était émerveillé. Ça, c'est le Rabbi, les paroles du Rabbi. Donc Moulay, il était là. Les RF Chabad. Les RF Chabad, oui. C'était une soirée organisée, Motzei Shabbat, c'est ça? Lui, c'était l'idée d'y aller, de prendre de la musique, de prendre des sfarim, de prendre un conteur d'histoire et de prendre quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le plat de résistance, c'est-à-dire la sikha du Rabbi. Donc à l'époque, chacun prenait sa voiture. Moi, je prenais l'orchestre, l'autre il prenait le marchand de voiture et tout, et on allait en voiture. Et quand on a fait Aubervilliers, on a fait Aulnay-sous-Bois, mon pneu a crevé au milieu des Arabes. Il y avait avec moi Israël Ouvi, Zichron Livracha. Et comme je parle arabe, les Arabes m'ont entouré. Je leur ai parlé en arabe, ils sont venus pour nous faire du mal, mais je leur ai parlé en arabe, Israël Ouvi, il était plié. Rigolez. Ils m'ont indiqué où je devais faire. Je suis venu. Et le pneu? Le pneu, attends, j'ai pris parce j'avais une GS Palace. Le pneu, il avait aussi une GS Nissim Zion, donc il avait un pneu dans le coffre. Moi, j'ai passé ma soirée à changer le pneu pendant que le RF Chabad roulait. C'était depuis là, j'ai dit à Moulay, moi, il me faut un car qui nous amène, on ne peut pas en faire trop de temps, parce que le RF Chabad, ça durait de Parashat Lech Lecha au dernier Shabbat avant Purim. D'accord. Parce que le Shabbat était trop tard. À quelle heure on arrivait? On arrivait 9h30, 10h, les gens dormaient. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une carte, Paris, les régions parisiennes, sur un rayon de 50 km, de Paris à 50 km, rayon, ça donnait 480 communes. Et mon idée était que dans chaque commune, un Shabbat, on faisait dans chaque commune. Pour faire 480 communes, il faut 30 ans de RF Chabad, ou 40 ans de RF Chabad, parce qu'on n'avait que 15 Shabbatot. 15 Shabbatot, et
Et donc, après une vingtaine de Shabbat, après une vingtaine d'années, j'avais l'erreur que j'avais, c'est que j'envoyais pas de douche au rabbi. Et une année, 20 ans après, j'envoie un douche au rabbi sous forme de tableau. Première colonne, le nom des Shabbatot. Deuxième colonne, la ville où j'ai fait, la commune où j'ai fait le RF Chabad. Troisième colonne, le nombre de personnes qui ont assisté. Quatrième colonne, celui qui a parlé. Tu vois que je reçois une lettre. Osek. Metzar Ketzibour. C'est une lettre un peu... Ça veut dire, il faut expliquer, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe des besoins de la communauté. Cette lettre, et le rabbi n'écrivait pas ça à tout le monde. Hein, ah ça. Oui, il y avait peut-être, je ne sais pas, nous dans le groupe, 4 ou 5 qui l'ont eu, tu vois. C'est un titre. 20 ans après, j'ai réagi, parce que c'est le problème, j'ai dit, j'étais bête, j'aurais dû lui écrire chaque année pour lui amener ce Nahatroua. J'ai mis 20 ans pour envoyer un Nahatroua au rabbi. Parce que dans mon idée, c'était bien sûr le rabbi. Mais c'était une chose normale de faire ça. Ça faisait partie de notre neshama. On doit faire ça. On n'a pas besoin de lui dire au rabbi, regarde, j'ai fait ça. Moi, je suis le meilleur. Non, c'était pour moi comme ça, naturel. C'était comme un patron qui me payait et je devais faire. Mais c'était tellement naturel que j'ai reçu cette lettre merveilleuse accompagnée d'une sira. J'ai montré à Lévi Azimov, je lui ai dit, j'ai vu cette sira. Il m'a dit, on l'étudie au Seven. Parce qu'avant, il étudiait au Seven aussi. Et donc, cette lettre était merveilleuse. Elle était merveilleuse et donc j'ai pris la carte, cette carte-là. Après, à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un peu l'inventaire de mon travail et voir où j'en suis. Parce que j'en étais déjà peut-être à ce moment-là à 120 communes et à 480. Alors, je monte la carte à Moulay, j'allais au Heider là-bas, il était assis dans le petit bureau. Je monte la carte de Paris, région parisienne, et il me dit, quand il voit la carte, il me dit, j'ai très peur. Très peur? Oui, il a dit, j'ai très peur. Pourquoi? Il avait peur de ne pas faire sa mission. Il s'est rendu compte que la mission que le rabbi lui a confiée était énorme, énorme. Et l'idée des RF Chabad, c'est lui l'idée des RF Chabad, c'est lui. Et donc, je lui dis, Moulay, n'aie pas peur, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Alors, on a cartonné, on en est à 320 RF Chabad. Dans 300 villes différentes? Dans 480 communes, on a fait 320 communes. Alors maintenant, j'ai commencé par les communes faciles, c'est-à-dire celles qui ont une synagogue. Il y a un lieu où faire... Quand il n'y avait pas de synagogue, on faisait dans une maison d'un juif. Et c'est là que tu voyais comment un juif habitait. Il avait 14 pièces, mais pour acheter une baguette, il faut une demi-heure. La synagogue, n'en parlons plus, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Et le hinouf des enfants qui étaient là, on avait trop de peine. Heureusement que j'avais avec moi un conférencier, l'orchestre. Et quelque part, ça veut dire que pour certaines villes, c'était le seul rendez-vous juif de l'année. Exactement, du samedi soir. Et Moulay recevait des lettres formidables, vraiment, et tout. Il me les montrait. Il me dit, Moulay, au local, il y a des lettres pour toi. Non, vraiment. Et donc quand il y avait des endroits où il n'y avait pas de synagogue, où il n'y avait pas de maison juive, quelle idée que j'avais, moi, c'était la prison. J'avais Fleury-Morangis. Avec Philippe Chély, je lui ai dit, Philippe Chély, tu dois me rentrer dans Fleury-Morangis, il doit y avoir certainement... Il est aumônier, c'est ça, Philippe Chély? Je ne sais pas, il y avait un aumônier. Lui, il avait une introduction. Cet aumônier-là ne m'en parle pas. Hein. Bon, enfin, bon. On se concentre sur le positif. Oui, que positif, parce qu'il a vu après l'erreur qu'il a fait, cet aumônier. Parce que, bon... c'était pas un Lubavitch, c'est des histoires. Bon, on ne va pas raconter. Nous, on est le Chavsrouf de tous les Juifs. Exactement. Et donc, j'ai dit à Philippe Chély, écoute, certainement, il y a des prisonniers juifs. On va faire un Chabad dans Fleury-Morangis, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de maison juive, on va faire dans la prison. Et on a obtenu l'autorisation. J'ai amené avec moi l'orchestre, les petits pains au chocolat, on ne pouvait faire que le dimanche matin, parce qu'on ne pouvait pas le soir, samedi soir. Des petits pains au chocolat, du jus d'orange. Il y avait 6000 prisonniers. Sur 6000 prisonniers, il y avait 25 juifs. On les a rassemblés, ces juifs. Et j'ai dit dans ma tête, peut-être qu'il faut qu'on
on fasse un kaddish pour qu'il réponde Amen et Shem Rabba. Parce que dans le Mahamar Ranat que j'ai fait avec Gary, là-bas c'est écrit quand tu réponds Amen Shem Rabba dans un kaddish, tu enlèves la xéra. On lève les décrets. Alors, Hein? avec le fait qu'ils allaient répondre Amen, il Amen, fallait leur enlever la leur xéra. souffrance. Il s'est avéré que parmi les 25 prisonniers, sur 25, il n'y a que 23 qui sont venus. 2, ils avaient honte. 2, ils avaient honte, les pauvres. Et donc, on a parlé, Binyamin a parlé, le rabbin a parlé, parce que c'est nous qui avons fait le trait, mais c'est le rabbin qui parle, le rabbin de l'aumônier. Philippe était simplement encore un intermédiaire, peut-être qu'il est aumônier, je ne sais pas. Oui, il est aumônier aujourd'hui, je pense. Ouais, en tout cas, grâce à lui, on a pu rentrer. On a fait donc Dvar Torah, des histoires et tout. Et j'avais trop de peine. Et moi, j'étais claustro. Il fallait passer par les barrières et tout. Vraiment, on dirait un zoo. Et donc, et on a réjoui ces 25 juifs et compagnie. Et c'est avéré que ce jour-là, un des prisonniers, il avait la skara de son père. Donc, on a fait une Mishnah, il a fait le Kaddish. Ils ont répondu Eshem Arba. Voilà comment Florim Orangiste a eu son Dbar Malchut. Et comment on sait que ce RF avait été important, c'est parce que Lévi Asimov m'a montré une feuille, un brouillard de Dour que Moulet a rentré, où c'était écrit les activités, et il disait nous avons fait 15 RF Chabad cette année. Donc c'était une idée à lui. Je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un avant lui qui a fait, mais c'était son idée à lui. Et Baruch Hashem, bon, il y avait 2 nékoudotes qu'il fallait retenir dans les Fabringen du Moulet. C'était Hassid, c'est quelqu'un de sérieux. Sérieux, ça veut dire si tu prends une activité en main, tu dois la prendre jusqu'au bout. Sérieux, c'est sérieux. Ça au milieu. Moi, ça n'a aidé rien. Donc je ne me suis pas arrêté. Maintenant, je me suis arrêté à cause du Covid, et puis j'ai plus la force. Parce que la RF Chabad ne se fait pas comme ça. Et voilà, là, c'est RF Chabad. oui, c'est pas fait comme ça. Et les ER m'ont appelé, une organisation. Il fallait appeler, il fallait garder le caveau du rabbin, parce qu'il avait peur qu'on prenne sa place. Et pourquoi vous voulez faire? Vous allez venir, qu'est-ce qui se passe? Il fallait donner la parole au rabbin, il fallait surtout véhiculer le Dvar Malchut du Rabbi. C'est ça, c'est surtout ça, une parole de Hassidout que vous voulez planter dans chaque commune. Parce que quand il m'a dit j'ai peur, je voyais le travail. 480 communes, les 20 arrondissements de Paris, on les a fait, ça ne posait pas de problème. Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être 5 shlouhim dans les banlieues, maintenant on a 80, 90, Baruch Hashem, tu vois. Voilà, Ville d'Avray, je voulais faire Ville d'Avray, mais non, il y a un Shaliah, Aaron, Baruch Hashem. Alors, mais les 120 communes qui restent encore à faire, si, voilà, je parle, s'il y a un volontaire, un jeune qui veut prendre la relève, il est le bienvenu, je lui montrerai comment travailler, comment compléter ce travail de Moulet. Voilà, parce que moi, j'ai plus la force. C'est déjà un miracle que je parle 1h20 comme ça. Donc, voilà le chapitre des RF Chabad. Encore 2 sujets, tu vois. La comptabilité chez Moulet, c'est une comptabilité miraculeuse. Comme ça, miraculeuse. Et il avait peut-être eu chez les Lubavitch, ils ont eu peut-être 4 contrôles d'URSSAF et un contrôle fiscal. Les contrôles d'URSSAF, les contrôles, on m'a appelé. Il n'y a pas de problème. Je ne faisais rien dans l'année parce que ce n'était pas mon dossier, ça. Mon dossier spirituel, mais ce n'était pas mon dossier un peu de Parnassa, tu vois. J'ai dit, Moulet, quand tu as un problème, tu m'appelles. URSSAF, viens, Pâques. Quand j'allais au contrôle, mon inquiétude, c'était quoi? C'était la dignité du rabbi. Parce qu'il contrôlait, il contrôle le Lubavitch, il contrôle le rabbi. Le rabbi, il n'a pas de défaut. C'est absence de net, clair. C'était ça mon inquiétude. Et donc les contrôles. Attendez, on a besoin de faire une toute petite pause, petit ajustement technique. Le dernier chapitre, parce que vous êtes fatigué à écouter, c'était le chapitre des contrôles sociaux et fiscaux chez Moulet. Donc, donc à l'association.
bon, j'étais connu comme étant un comptable, Boubavitch, parce qu'avant ça, j'ai fait les fiches de paie de l'école Schneor, de Raphaël Kelmesson. Une fois, Ravi Hillel, le père de Moulet, était venu à la matinée, il a dit à Moulet, le comptable qu'on a, il est mort, c'est un comptable goy. Et il me voit, il me dit, ah, va la rue Mélé faire les fiches de paye. Je leur ai fait pendant 20 ans, 30 ans les fiches de paye. Et donc, j'étais un peu son petit secours comptable. Il a eu des contrôles d'URSSAF, il m'a appelé, Baruch Hashem, toujours l'inquiétude, le rabbi, moi je ne veux pas que le rabbi soit redressé, je veux pas question, tu vois, un juif normal, c'est pas grave. Baruch Hashem, c'est normal, bien, tu vois. Non, le contrôle fiscal, c'est très rare qu'une association ait un contrôle fiscal. Je vois maintenant en ce moment des bâtés Chabad et tout, mais ils font des fiches de paye et tout. Mais quand tu fais des fiches de paye, tu es sujet à contrôle social de l'URSSAF et contrôle fiscal quand, dans la majorité des cas, tu ne payes pas la taxe sur les salaires. D'accord. Et ce qui est idiot ici, c'est que la taxe sur le salaire, elle est un peu compliquée à calculer et elle est affectée à des associations qui, eux, ils ne savent pas. En général, une association, c'est des gens bénévoles, comme ça. C'est assez compliqué à mettre en place. Oui, le calcul de la taxe était un peu compliqué, à tel point que l'État même t'envoyait, selon un DADS que tu envoyais, que voilà, attention, il te fait même le calcul, tu dis paye. D'accord. Et quand tu ne payais pas ou quand sont des impôts étaient antisémites, ils t'envoyaient un contrôle. Donc Moulet, il m'appelle, il me dit, voilà, on a un contrôle fiscal. Fiscal, ils disent quand même bizarre, parce que la rue Lamartine payait la taxe sur salaire. Il dit, c'est pas normal. Pas normal. Et j'ai dit à Moulet, t'inquiète pas. J'arrive. En général, quand tu as un contrôle, tu es averti 15 jours, un mois avant. Donc j'ai mis à plat toute la compta, avec Yitzhak Gabay, tout le monde, on a pris des comptables, toi tu fais ça, tu fais ça. On a mis au point la compta, bien sûr toujours le raisonnement du contrôleur veut me revenir à la tête, il va réagir comme ça, on a fait. Tu vois que le contrôleur, c'est lui qui me disait, qu'est-ce que je dois écrire dans mon rapport? Alors je lui ai dit, écoutez, on n'a pas payé le 1% formation, tu le mets, et le 1% en construction, on ne l'a pas payé. J'ai dit, je m'en fous, on paye ça, mais on garde l'honnêteté. Elle n'était même pas capable de trouver ça. Le contrôleur n'avait pas trouvé ça. Mais il fallait qu'elle fasse quelque chose dans le rapport, parce que... Il fallait qu'elle écrive quelque chose. Bon, la compta, il faut dire qu'elle était un peu archaïque. Hein. Bon, archaïque, mais je m'en fous. Ce que je voulais, moi, c'est que le rabbi sorte net dans cette affaire-là. Attends, tu verras pourquoi on a eu ce contrôle. Et donc, le moment de la conclusion de ce contrôle, après un mois quand même de visite, j'ai dit à Touboul, qui lui était directeur des écoles et tout, j'ai dit Touboul, le contrôleur suggère que je regarde le rapport avant qu'il le soumette à l'administration. C'est gentil. Le rapport, il est confidentiel. Après, il t'envoie et te dit monsieur. Elle me l'a montré. J'ai dit à Touboul, qu'est-ce que tu penses? Elle m'a dit, bon, c'est très bien, bravo, c'est gentil, ça, c'est gentil. Et donc, on était contents. Redressement, c'était, au lieu d'être, je ne sais pas moi, 100 000 francs à l'époque, c'était 50 000. On était prêts à les payer du moment que sur le rapport, elle a mis bonne foi, et voilà. Mais en fait, en réalité, c'était de la bonne foi, parce que chez Moulet, il n'y avait pas de détournement de fonds, de trucs, tout était limpide, c'était vraiment... Donc, mais... il y a la forme et le fond. La forme n'était pas terrible, et le fond, on pouvait discuter. La preuve, c'est qu'il y a un peu de pagaille quand même. C'était ça. Après, un mois après, Moulet me dit, on a reçu une lettre de Chirac, comme quoi... Qui était maire de Paris à l'époque, c'est ça? Non, pas maire, je crois que même président. C'est parce que les décrets de reconnaissance publique,
qu'on a reçu le décret, c'est paru un décret comme quoi la jeunesse Loubavitch est reconnue incroyable. De, grâce à ce ça veut dire parce que ce qu'ils ne savaient pas a fait en sorte que le Beth Loubavitch devienne parce reconnu qu'ils ne savaient pas, c'est quand tu demandais une reconnaissance d'utilité publique, c'est subordonné à un contrôle fiscal. Ils ne savaient pas, la rue Lamartine. Ils ont écrit. Moi, on m'appelle quand il y a un peu de pagaille comme ça. Et c'est là que j'ai su d'où venait ce contrôle fiscal. Donc, ça veut dire que c'était vraiment exemplaire. Quoi. Et cette erreur-là, en réalité, elle était voulue. Bon, et après, on s'est retrouvés moulés, Touboul et moi, dans un pidiona ben à 3 en train d'assis. Il m'a dit, Moulé, ben, tu vois ce qui s'est passé et tout, tu veux rentrer dans la comptabilité. Je lui ai dit, écoute, ta comptabilité, elle est miraculeuse. Je viens que s'il y a un problème. Je t'ai jamais lâché. Ils avaient 30 clients. Je ne voulais pas donner la démission à 30 clients quand on arrive à avoir des miracles dans ce système-là. Mais on a eu l'essentiel. C'est être reconnu d'utilité publique. Ça veut dire que le rabbi, il est reconnu d'utilité publique. C'est ça. Sur ça, j'arrête mon speech. Et... Hein? La contrôleuse. Ah, ben, à la fin, la contrôleuse, elle sort son chéquier personnel et elle fait un don, 180 francs, à l'ordre de la jeunesse Loubavitch. Incroyable. Le lendemain, j'amène à Moulé le chèque. À ce moment-là, on ne savait pas qu'on était reconnu d'utilité publique. C'était à la fin du contrôle, elle me demande le chèque, quoi. Je le donne à Moulé. Moulé, il voit, il me dit, c'est tout ce qu'elle t'a donné. C'était le bouquet, vraiment. J'ai jamais vu ça. Jamais on voit qu'un contrôleur donne. Alors, Be'ezrat Hashem, on souhaite que Mashiach vienne vite et que nos shlouchim, Mendy Azimov et Lévi Azimov, aient la force nécessaire pour gérer cette nouvelle génération. Cette génération qui dit pourquoi, alors que nous, on était génération qui disait oui. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi les magnifiques histoires de M. Asseraf. Et on vous souhaite à tous Shavua Tov, à Gutevor. On a fait des heures supplémentaires là. Hein. À la semaine prochaine.